a l'air de fonctionner. Ok, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Chez Sport TV. Ce matin, c'est les ateliers chez Sport. Et petite nouveauté, donc, on va les faire en live sur Facebook. On accueille ce matin donc, Françoise Tull, la grande Françoise, patronne, je dirais oui, inventrice de la Ragolande, qui va venir nous parler justement de la Ragolande, de la genèse et surtout, on a discuté un peu avant, savoir un peu comment au niveau de l'Arago, ils ont fait et comment ils font pour pérenniser ce projet de la Ragolande, à nous donner les clés de la réussite de ce projet. Ensuite, on donnera la parole à Frédéric Pastorello, président de Mougins Volleyball, qui nous parlera de ce qu'ils ont mis en place en termes de reprise d'activité après le 3 juin, le plan qu'ils ont mis en place. Et on donnera à la fin, donc sans trop de pression, la parole à Ludovic Duet, joueur que Julien connaît bien d'ailleurs, joueur donc, de Narbonne, qui va venir nous parler du côté mental du libéro. Donc voilà, et en plus, ce qui est bien, c'est que dans l'assemblée, là, on a des préparateurs mentaux. J'ai vu JC, d'ailleurs, bon rétablissement JC, hein, merci d'être présent. Et Gaëtan qui sont là, qui pourront donc agrémenter ce que va dire Ludovic et appuyer, bien sûr, ses dires. Voilà, donc ça va, JC? Ça va mieux? Oui, comme on peut. Après Bon, l'opération des ligaments, ça va. courage. Merci. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Françoise pour nous présenter et nous faire, pour ceux qui ne connaissent pas, faire découvrir la Ragolande. Et ce qui est intéressant, c'est en plus on a Pauline qui est là, qui connaît très très bien Françoise et qui connaît aussi Frédéric aussi. Donc voilà, on pourra aussi échanger, donner, bien sûr, hein, vous pouvez prendre la parole et échanger avec les différents intervenants, poser des questions sans problème. Tout de suite, je te laisse la parole, Françoise. Bien, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et a bien supporté ce confinement. Moi, je suis passée directement de la retraite au confinement, donc j'espère que j'ai pas trop perdu l'usage de la parole parce que j'ai été beaucoup dans mon jardin. Donc, je fais des bisous à Pauline, à Clara éventuellement, et puis aux autres intervenants, dont je languis l'intervention de Frédéric, puisqu'il va parler de la reprise et qu'on y songe tous, évidemment, avec un grand bonheur. Pour revenir sur la Ragolande, la genèse de la Ragolande, ça remonte à il y a longtemps. Et c'est une très très longue histoire, mais bon, je vais essayer de faire court. C'était donc, moi j'entraîne depuis 1975, à peu près depuis que je suis cadette, j'entraîne des gens au volley, donc j'ai vu passer des générations et des générations, et je suis professeur d'éducation physique, et je suis à la fac des sports, enfin j'étais à la fac des sports à partir de 96, donc j'ai vu passer aussi beaucoup d'étudiants jusqu'à cette rentrée, puisque je suis à la retraite depuis cette rentrée. J'ai entraîné toutes les catégories à partir de 75, et puis j'ai eu des enfants, et puis bref, j'ai été prof de volley à la fac des sports. Donc j'ai eu une année sabbatique en fait où j'ai voulu arrêter parce que les déplacements du week-end, parce que beaucoup de charges sur le volley. Et en fait, pendant cette année sabbatique, ça m'a manqué. Ça m'a manqué beaucoup. Et du coup, j'ai réfléchi comment essayer de faire en sorte d'activer mon club et de relooker un petit peu l'école de volley. Parce que comme Kennedy, je voulais faire quelque chose pour mon club et pas attendre que mon club fasse quelque chose pour moi. Du coup, pendant cette année sabbatique, j'ai pris beaucoup d'inspiration de tous les pays, en fait. Et puis, j'ai un côté artiste et j'aime beaucoup les enfants. Et donc, l'approche, c'est que je me suis dit, je voudrais faire entre un Disneyland et un club méditerranéen. C'est-à-dire qu'il fallait pour moi que cette école de volley soit très attractive et que les enfants aient envie de rentrer dans le gymnase et éventuellement les parents aussi. Et donc, j'ai imaginé cette méthode qui regroupe beaucoup d'influences en fait. Et le constat, c'était qu'en sport collectif, on a besoin d'alimenter les catégories d'âge.
en suivant évidemment pour avoir des équipes qu'on peut engager en compétition. Et donc l'idée c'était d'élargir la base pour pouvoir après, en remontant les catégories, alimenter les benjamins, les minimes, les cadets en garçons et en filles. Donc il y avait aussi une nécessité pour moi de transmettre ce qu'on m'avait appris. Parce que j'ai commencé à l'Arago de 7, j'étais vieille, j'ai commencé tard moi, mais je voulais redonner ce qu'on m'avait transmis. Et donc l'idée c'était de dynamiser cette école de volley qui, dans les années 2002-2003, tournait à environ 20 enfants. À cette époque-là, j'entraînais la Nationale 3 filles avec mon mari, Eric, et nous avons vraiment développé un côté du secteur féminin qui marchait très très fort. La volonté aussi, elle est venue du club de l'Arago et de la ville de Sète pour essayer de dynamiser cette approche du volley, de l'apprentissage du volley. Et cette gestation, pour moi j'ai eu 2 enfants, donc normalement c'est 9 mois une gestation, hein, mais pour l'Aragoland, ça m'a pris pratiquement 1 an. Et donc c'est comme mon 3e bébé, hein, l'Aragoland. Et pendant cette année-là, j'ai imaginé cette méthode qui repose sur un côté ludique avant tout. Ça, c'est la base, parce que les enfants, vous savez, l'enfant, il ne joue pas pour apprendre, hein, mais il apprend parce qu'il joue. Donc, il faut essayer de développer ce côté ludique, ce qui m'allait très bien parce que j'aime beaucoup jouer avec les enfants. Mettre en place un cadre parfait, c'est-à-dire avoir des conditions qui font que l'enfant s'épanouit et aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, ça repose aussi sur une analyse biomécanique juste, pour apprendre les gestes justes très tôt, parce qu'en étant prof à la fac des sports, je me suis vite rendu compte aussi que lorsque des joueurs ont des mauvaises habitudes, les mains à l'envers, par exemple, pour faire une touche haute, ou un appel inversé, c'est très très difficile de corriger. Quand on a, à partir de 15-16 ans, c'est très difficile de corriger. Donc, il faut essayer d'apprendre juste biomécaniquement très tôt. Et puis, quelques approches de pédagogie individualisée pour s'adapter évidemment à la morphologie et au caractère des enfants. Donc la méthode c'est ça, mais surtout ce qui a un peu été le point le plus important à mon avis, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que la méthode elle repose sur l'imaginaire. L'imaginaire c'est un puissant levier de l'apprentissage. Les enfants, quand on leur invente une histoire, ils sont les héros de l'histoire. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils font des répétitions de gestes. Ils ne se rendent pas compte qu'on leur apprend à faire un geste juste biomécaniquement, mais ils sont investis dans leur histoire. Donc l'imaginaire, c'est vraiment les fondations de la méthode Aragoland. Voilà. Que dire une équipe d'entraîneurs obligatoirement nombreuses, parce que cette année, par exemple, on tourne à 70 enfants de 3 ans, voire 2 ans et demi jusqu'à 9 ans, donc jusqu'à pupille, et il y a une vingtaine de poussins. Mais le maximum qu'on a eu, c'était dans les années 2009, on a eu à peu près 120 enfants en tout, ce qui constitue pratiquement une limite pour absorber dans le gymnase ce nombre. Ça, c'est vraiment difficile. Et les séances Aragoland, elles sont découpées en morceaux de manière à ce que la concentration des petits, vous comprenez bien qu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, maintenir une concentration pendant 1h30, c'est difficile. Les séances se passent le mercredi de 16h à 17h30 et donc elles se découpent en plusieurs morceaux. D'abord, les enfants rentrent dans le gymnase et donc il y a de la musique. Déjà de l'extérieur, on a envie de rentrer parce qu'on entend de la musique. Il y a des couleurs, il y a des animaux qui sont représentés sur des figurines, que j'ai fait ça pendant l'été 2003 en fait. Ce sont des figurines qui font des touches hautes ou des manchettes, ce sont des animaux. Il y a des singes, il y a des grenouilles, il y a des panthères, bref. Et donc, si les gens passent dans la rue déjà du gymnase, ils entendent la musique, ils se rapprochent, ils voient un petit peu les couleurs, les ballons de différentes formes, de différentes couleurs, et ils ont envie de rentrer. Et dans mon idée, c'était une fois qu'ils sont rentrés, ils n'ont plus envie de sortir. Ils n'ont plus envie de partir. Et ils languissent la semaine d'après pour revenir.
Donc la séduction, c'était la base aussi de l'idée de la méthode. Donc là j'en étais à la séance qui se découpe en plusieurs morceaux. Donc les enfants rentrent, il y a une liberté surveillée quand même au niveau de la sécurité. Ils peuvent prendre des ballons, ils s'amusent un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait un signal. C'est une musique particulière qui retentit et on se rassemble. Donc tous les entraîneurs se rassemblent, les enfants se rassemblent. On a à peu près 60 enfants dans le gymnase face à 20 à 25 entraîneurs de l'autre côté. Et on fait une chorégraphie d'échauffement. Dans la chorégraphie d'échauffement, il y a déjà plein de répétitions de mouvements de volley. Donc il y a des touches hautes. Pauline, elle peut témoigner puisqu'elle a fait des fêtes à Ragoland avec nous. Et donc, dans la chorégraphie, chaque année, il y a ces répétitions-là qui sont touche haute, manchette, service par en bas, smash, bloc, bref. Des mouvements déjà qui sont intégrés à la chorégraphie et qui sont répétés chaque semaine. Donc les enfants, au bout d'un mois à peu près, ils la connaissent. Et même quand ils entendent la musique à la maison, ils refont la chorégraphie avec ces répétitions de gestes. Donc on gagne du temps en fait sur les répétitions de gestes sans que les enfants s'en aperçoivent. Donc ça c'est la première partie, c'est l'échauffement tous ensemble. Il y a une notion de fête quand même. Les parents restent dans les tribunes, regardent, c'est très spectaculaire entre guillemets. Ensuite, il y a des ateliers qui sont découpés en 3 morceaux. Un atelier où on fait en général des circuits, ça dépend des âges, parce qu'on a en fait 3 âges regroupés dans 3 groupes. Donc, il y a les 3 ans, 4 ans et demi, un premier petit groupe, enfin un petit groupe de plus de 20, un deuxième groupe de 5-7 ans, un peu plus de 20 aussi, et un troisième groupe de pupilles, donc les moins de 9. Un peu plus de 20 aussi. Donc ça fait, vous voyez, plus de 60 gamins en même temps qui s'entraînent. Donc il y a des ateliers qui durent un quart d'heure. Alors chaque groupe, en fonction de l'âge, en fonction de l'état d'évolution, propose un atelier. Soit c'est des jeux, soit c'est un parcours, soit c'est... Voilà. Et puis il y a du travail technique intégré. Donc il y a 3 rotations qui sont vraiment repérées par des musiques. Chaque fois que l'atelier est fini, il y a une musique qui permet aux enfants de tourner, d'aller boire, et on repart. Et la dernière partie, donc, c'est les étirements en musique douce. Tous ensemble en cercle, dans le gymnase, on fait des étirements en musique douce. Et là, c'est l'apaisement. Parce que vous imaginez, 60 enfants ou plus, les entraîneurs, 25, ça fait du bruit. Et donc, à la fin, c'est un moment magique où, en général, on a un petit peu la chair de poule. Tout devient très très calme avec une musique qui apaise et on fait des étirements là-dessus. Et puis il y a des événements, donc il y a des cadeaux d'anniversaire, il y a des tas de choses. Et donc la séance termine comme ça. Voilà, donc en gros là vous avez l'approche un peu de la conception d'une séance. Ce qu'il faut que vous sachiez par exemple aussi, c'est que dans la première année, quand on a commencé en 2004, on a eu à peu près 25 à 30 enfants. La deuxième année, on en avait 40, donc on doublait plus que... Et la troisième année, on en avait 60. Et on est monté jusqu'à plus de 120 dans les années 2009. C'était vraiment une limite. Et cette année, on a à peu près 70 petits de 3 à 9. Et on a une vingtaine de poussins, donc des moins de 11. Voilà. Ensuite, alors, tu m'as demandé, Shafik, par rapport à la pérennisation de cette histoire, parce que ça fait 17 ans donc, je fais la Ragoland. Alors, la pérennisation, en fait, elle tourne autour de l'accroche des familles. Et donc, ça, c'était important pour moi, d'associer les familles, les parents. Alors, il y a beaucoup dans les cadres qui nous aident, parce que vous imaginez, pour avoir 20 entraîneurs minimum chaque année, c'est compliqué, hein, très, très compliqué. J'ai une base solide à laquelle s'ajoutent soit des parents, soit des grands-parents motivés ou qui ont le profil. Voilà. Et donc, l'approche pour fidéliser et puis pérenniser toutes ces familles, c'est que les parents ont toujours été au centre pour moi de la Ragoland. Et donc, soit je leur ai confié des tâches d'encadrement pour m'adjoindre, soit au début, quand on avait peu encore d'enfants, je consacrais un petit espace dans le gymnase où les mamans pouvaient faire un peu de renforcement musculaire, des abdos, un peu d'étirement. Voilà. On a rapidement été contraints d'abandonner ce projet-là parce qu'on n'avait plus la place.
Et donc, j'ai essayé d'inventer des rencontres parents-enfants. Ça a commencé avec les poussins, où on faisait des rencontres une fois par mois, le samedi matin. Un parent avec son fils ou sa fille voilà, il y a un petit tournoi avec cette base-là, ce qui fidélisait les parents, parce qu'après, vous savez très bien qu'après, en Benjamin, etc., on doit accompagner les enfants dans les déplacements. Donc les familles qui se connaissent au travers de rencontres, d'oppositions de volley, ben, ils font connaissance et puis ils lient des amitiés, et puis donc ils constituent des équipes pour accompagner les enfants. Donc ça a commencé comme ça. Après, on a fait des rassemblements à la plage, parce que nous, on a la chance d'avoir la plage qui n'était pas forcément dynamique à l'époque, mais on a organisé beaucoup de choses sur la plage. Et donc, ça faisait encore une fois partie de ce rassemblement des familles qui était important. Et on a créé l'Aragolan Family Forum, je crois que c'était il y a 6 ans, 5-6 ans, oui, à peu près, avec Dominique Allard, qui est donc le prof de l'UFR qui m'a succédé et que tu as invité d'ailleurs lors d'une réunion. Et donc avec Dominique, on a inventé le principe de l'Aragolan Family Forum avec proposition de fitness. On a la chance au Barreau d'avoir une petite salle à côté dans laquelle on propose aux mamans, aux papas éventuellement, qui accompagnent les petits Aragolans, de faire une séance de fitness en parallèle. Donc, que des avantages pour les mamans, parce qu'une maman qui veut faire du sport avec des enfants jeunes, il faut qu'elle laisse son petit à garder chez la nounou, chez mamie, voilà, qu'elle aille faire son sport, qu'elle revienne chercher le petit, etc., etc. Alors que là, c'est tout bénef. Les mamans arrivent, elles posent les petits pour la ragolade et elles vont faire leur séance de fitness dans la salle à côté avec un jeune entraîneur dédié à cette séance de fitness. C'était Domi d'ailleurs qui avait commencé à pérenniser, à faire venir beaucoup de mamans. Il a un côté fédérateur comme toi, tu vois, Shafik. Dominique, c'est notre Shafik à nous. Et donc, beaucoup de mamans sont allées à ces séances de fitness. Et en même temps, il a lancé le soft. Et alors, le soft, c'est un truc de fou. Les parents se sont lancés dans cette activité, mais vraiment, c'était inouï, parce que c'est un gros ballon, le filet est à 2 mètres, on a l'impression qu'on bloque comme Tommy Singer à l'époque, bloqué au centre, et du coup, ça a séduit énormément de gens. Et donc, aujourd'hui, on a une vingtaine de mamans en séance de fitness. Je dis maman parce que les papas, ils accompagnent pas trop les petits au sport. Et on a une cinquantaine de softeurs. Et on a proposé donc 3 créneaux de soft dans la semaine à l'Arago de 7. Donc, vous voyez, ça fait aussi partie du projet Aragoland parce que ça fidélise et ça pérennise évidemment cette activité-là. Voilà, écoute, moi je ne veux pas parler tout le temps parce que je pourrais vous tenir la nuit. C'est gentil. Non, bah, s'il y a des questions, donc déjà, donc, les gens qui sont présents, vous pouvez poser des questions donc, à Françoise. Il ne faut pas hésiter pour que ça soit interactif comme pour les confs. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Sinon, après, donc, moi, je voulais donner la parole à Pauline, qui a participé, donc, participé donc, en tant qu'étudiante à ce projet, qu'elle nous fasse un peu pareil de façon ressentie, comment ça s'est passé. J'ai juste une petite question, Pauline, avant que tu commences, si je peux me permettre. Bonjour à tous. Pas de souci. Pour Françoise, au niveau, donc vous avez 3 créneaux de soft volley. Est-ce que tous vos créneaux qui sont répartis dans la semaine, ils sont répartis à des moments d'entraînement jeunes ou maintenant les parents viennent carrément indépendants du moment où ils emmènent leur enfant? Est-ce que c'est toujours combiné? Alors, c'est une super question parce que au départ, le soft est combiné avec l'entraînement des poussins le samedi matin, suite à justement ces rassemblements qu'on faisait parents-enfants en catégorie moins de 11, donc en poussin. Le problème, c'est qu'on a un problème d'espace et on a des structures de soft un peu bricolées, et donc on monte 3 terrains de soft en même temps qu'il y a 4 terrains de poussin. Donc le samedi matin, c'est commun. Donc les parents viennent, laissent les enfants et jouent.
Mais on a proposé 2 autres créneaux, le mercredi soir et le vendredi soir, où là, les parents sont... le mercredi soir, les parents sont seuls, il me semble. Et le vendredi soir, ils doivent être couplés, mais peut-être avec une seule équipe, ce qui laisse plus d'espace. Je ne sais pas si j'ai répondu, Isaline. Oui, oui, du coup, vous avez fait en fonction des disponibilités des salles et ça a été compliqué de tout combiner avec des entraînements de jeunes. Oui, d'accord. On ne maîtrise pas non plus les trajectoires de ballon. Donc, il y a le problème de sécurité. On n'a pas de filet pour séparer les terrains de soft des terrains des enfants. Et donc, s'il y a des ballons qui passent partout, c'est dangereux quand même. D'accord, mais du coup, ça a pris suffisamment d'ampleur pour qu'il y ait une vraie volonté que les parents s'inscrivent vraiment dans leur nouvelle activité. Tout à fait, tout à fait. Qui a aussi créé des nouveaux licenciés et un peu d'évolution dans le club. Okay. Ouais, c'est ça. D'autant qu'il y a un protocole d'apéritif après qui est très, très, très apprécié. Protocole d'apéritif, c'est joliment dit. Super, merci beaucoup. Ouais, Shafik, j'avais une question. Avec plaisir. Ouais, bonjour. La question, c'était sur le matériel utilisé avec les petits, quel type de ballon, etc., etc. Si vous avez trouvé des petites astuces, du matériel qui n'était pas fait pour ça à la base et en fait qui se révèle être très adapté. Et puis sur le temps vous avez parlé le temps d'atelier, la partie circuit, et puis ce que vous pouvez développer les autres. Vous aviez parlé de trois ateliers, des parcours et puis d'autres. Si vous pouviez le développer un petit peu. Voilà. C'est Nicolas, c'est ça? Julien. Julien Lamy. Ah, Julien, pardon. Duplessis. Bonjour Julien. Alors, sur le matériel, on a des ballons, en caoutchouc, on a des ballons en plastique, on a des ballons de plage, on a des petites balles, on a vraiment tout décliné pour que les enfants s'amusent. On a même cette année des ballons qui ont été floqués Arago de Sète et Aragoland spécialement, donc achetés par le club, et de toute taille. Et même, vous savez, je suis en partenariat avec des Italiens, donc je fais partie d'un club de formateurs avec les Italiens, d'Anderlini, de la Scuola di Pallavolo Anderlini, et eux là-bas, ils ont des ballons parfumés, figurez-vous. Ils ont des ballons qui sont parfumés et en fonction des couleurs, on a des odeurs. Donc on a par exemple des ballons jaunes qui sont parfumés au citron, rose à la fraise, etc. Et donc j'en avais ramené d'Italie. Mais le problème, c'est que, alors en plus, avec ce virus maintenant, les enfants lèchent, les petits, ils lèchent les ballons qui sont parfumés. Alors, on avait même été jusqu'à acheter ces ballons-là, mais je crois que ça va être vraiment impossible. Donc, il y a tout type de ballons à l'Aragoland, et il y a aussi du matériel fabriqué maison, des petites des structures pour faire des manchettes, des choses bidouillées vraiment à la maison, hein, voilà. Ensuite, pour les ateliers, pour que je vous développe, en fait, c'est la 17e saison là, et j'ai 17 classeurs avec dans chaque classeur, en gros, chaque année, on a une trentaine de séances à Aragoland, puisqu'on s'entraîne une fois par semaine. Et donc, j'ai 17 classeurs plein de 33 séances qui sont différentes les unes des autres, avec des ateliers qui sont divers et variés en fonction des âges. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment développer ce type de... les ateliers, en fait, on travaille sur les répétitions, mais on travaille aussi sur l'histoire. Donc, à chaque séance, je raconte une histoire au début de la séance, quel que soit l'âge, hein, de 3 ans, 5 ans ou 7 ans, je raconte une histoire qui est adaptée à l'âge. Et soit j'invente l'histoire, soit je pique une histoire dans la cinématographie contemporaine, soit ce qui marche avec les enfants. Parce que maintenant, je suis grand-mère en plus, donc je peux tester sur mes petits-enfants. Donc, je raconte une histoire. Et à partir de l'histoire, il y a un atelier qui est développé. Je peux, par exemple, vous faire la dernière histoire qu'on a racontée. D'ailleurs, si vous avez 5 minutes et que vous allez sur le site de l'Aragoland Patrol, vous verrez que pendant tout le confinement, j'ai proposé des challenges tous les jours
aux enfants avec une histoire. Donc j'en ai fait 45 challenges, et donc il y a l'histoire et puis il y a les ateliers qui vont avec. Alors qu'est-ce que je peux vous donner comme repère? Moi, mon année, on avait fait les trolls, si tu te souviens. Oui, Pauline, elle avait fait les trolls, parce que ça, c'était des séances un peu collectives, organisées avec la fac des sports. Donc tous les étudiants qui participaient, il y avait au moins 70 étudiants qui participaient, et il y avait une histoire, et donc une histoire qui était jouée par les étudiants déguisés, voilà. En méchant ou en gentil, en noir ou en couleur, voilà, c'était super intéressant à faire. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous raconter comme histoire? On a fait par exemple une séance sur la protection de la planète. Et donc, le titre de la séance était « Protégeons notre planète et quelle est la terre que nous allons céder à nos enfants ». Et donc, dans la proposition de cette séance, il y avait par exemple le ramassage des déchets. Donc, sur le premier circuit, c'était « Je ramasse les déchets ». Et donc, on avait étalé sur un circuit avec, évidemment, il y a toujours des ballons. Hein. Dans les circuits, dans tous les exos, il y a toujours des ballons. Ce n'est pas seulement de la motricité générale et de la baby-gym, hein, c'est pas ça. Évidemment, nous, on cherche à faire une alphabétisation motrice, mais on part très vite sur le côté ballon et volleyball et lecture de trajectoire, lancer, attraper, envoi, etc. Donc le premier circuit, c'était je ramasse les déchets. Donc on avait mis un peu partout des trucs à ramasser, des plastiques, des cartons, des boîtes, bref. Et il fallait par exemple, avec le ballon de volley, passer d'un point à un autre en ramassant ces déchets. Et on avait collecté ces déchets. Après, évidemment, le deuxième atelier, c'était une autre histoire, c'était une autre approche. Mais j'essaye aussi de sensibiliser les enfants à des tas d'apprentissages. On peut par exemple apprendre à parler anglais en faisant une séance à Ragolan. Par exemple, on fait un parcours et sur chaque réussite, on gagne une gommette et on va demander à l'entraîneur la couleur de la gommette. Alors c'est vert, c'est jaune, c'est bleu, et on apprend les couleurs en anglais. Donc je mêle aussi les apprentissages très larges à l'apprentissage du volley, parce qu'à la base c'est l'apprentissage du volley qui m'importe. Je ne sais pas si j'ai répondu, Julien, parce que je ne peux pas rentrer précisément dans les détails des contenus. Ça va être compliqué. Mais il faut beaucoup d'imagination, même pour les entraîneurs. Non, c'est bien, ça donne des idées. Ouais. Les ballons bonbons, c'est ça, Julien? Ouais. Un peu avec du gel hydroalcoolique. Ok. Pauline, tu peux nous faire un petit retour sur ton expérience à Ragoland? Et ensuite, on laissera la parole à Frédéric et on reviendra après. Moi, j'avais une question aussi. Ah, ok, Nicolas, vas-y. Oui, bonjour. Déjà, félicitations pour ce super projet. Bonjour. Ouais, je suis admiratif. Moi, j'étais éduc sportif et je suis maintenant directeur de centre de loisirs, donc ça va complètement dans ce que je recherche et dans ce que j'essaie de mettre en place dans mon club, qui est un tout petit club en province à Jurançon. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, c'était la première, c'est ce que disait un peu Julien. Je voulais savoir si vous aviez un peu quel type de matériel originaux vous utilisez. J'imagine des ballons gonflés. Est-ce que vous mettez par exemple du riz dedans, des choses comme ça, donc des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Du kinball, est-ce que vous utilisez le kinball avec différentes tranches d'âge, lesquelles? Et l'autre question, c'est sur le créneau horaire. Est-ce que vous avez toujours utilisé celui du mercredi ou est-ce que vous avez tenté sur le samedi matin, en soirée, j'imagine pas trop pour les petits, ou les samedis après-midi, enfin voilà, sur les créneaux et le matériel original. Merci beaucoup. Alors, merci de votre question, Julien. Sur le Non, matériel... là, c'est Nicolas. On se connaît un peu avec Julien. Toujours mélanger les prénoms, mais ça, c'est une spécialité. Il n'y a pas de souci. Pour le matériel, par exemple, pour apprendre à faire le geste du service par en bas, vous savez, le balancier, là, avec le bras, moi, j'utilise des seaux, des petits seaux de plage. Parce que, mais pas remplis d'eau, évidemment, dans le gymnase, ils sont vides. Parce que vous imaginez le seau rempli d'eau
que vous balancez, vous essayez d'arroser votre petit copain en face. En fait, c'est exactement le geste du service par en bas. Donc, j'utilise des petits trucs comme ça, par association. Hein. À l'époque, il y avait Dragon Ball Z. Alors, mes étudiants doivent se rappeler un peu de tous ces exemples. Dragon Ball Z qui faisait le Kamehameha, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et bien, le Kamehameha, on peut s'en servir pour faire une touche haute vers un mot. Donc, associer, essayer de trouver des parallèles entre des mouvements qui sont faits, soit par des dessins animés, soit par des actions que les enfants ont l'habitude de faire, mais à destination de l'apprentissage du volet, biomécaniquement juste. C'est très difficile d'apprendre le volet, en fait, techniquement. C'est Brigitte Geller qui disait est-ce qu'il faut apprendre le geste du volet de façon à reproduire le geste du champion, ou est-ce qu'il faut laisser les enfants se faire leur propre apprentissage? Je crois qu'il faut un peu lier le tout, mais avec un objectif d'efficacité. Et l'efficacité, elle est liée à la morphologie et à la capacité motrice qu'ont les enfants. Parce qu'un tout petit qui n'a pas de force dans les bras, on ne va pas pouvoir lui faire la même chose qu'un qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand. Voilà. L'adaptation, de toute façon, c'est le maître mot de la pédagogie. Hein. Alors, la deuxième question, c'était sur les horaires, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, on a toujours pris le mercredi après-midi. Avant, c'était de 5h à 6h30. Maintenant, c'est de 16h à 17h30. Et on est obligé de commencer à 16h parce qu'il y a des tout petits qui font la sieste encore. Ils sont tellement petits qu'ils font la sieste. Donc, on ne peut pas commencer plus tôt. Et les poussins, on les prend en plus le samedi matin. Parce qu'il y a eu, quand ils n'ont plus école le samedi matin, j'ai tout de suite trouvé le créneau très intéressant. Et donc, on a réservé le créneau du samedi matin. Voilà. Après, on a eu la concurrence quand ils ont changé les rythmes scolaires, le mercredi matin qui était à l'école. Ça a impacté énormément. Donc, c'est à partir de là que nos effectifs ont baissé, parce que les enfants ont dû choisir. Ceux qui faisaient le matin, ils ne pouvaient pas le faire, donc ils l'ont fait le mercredi après-midi. Donc, ça nous a impacté sur le nombre d'enfants qui sont venus un peu moins au volet. Mais nous, à Sète, à la Ragolane, c'est quand même vraiment un truc qui est très connu maintenant. Et les familles parlent entre elles, dans les écoles. On n'a pas d'intervention dans les écoles, paradoxalement. On ne peut pas trop rentrer dans les écoles, en fait, à Sète. Et si on rentre maintenant, c'est entre midi et 2, c'est l'heure de la cantine. C'est vraiment pas très intéressant pédagogiquement. Donc, nous, c'est le bouche à oreille. Puis, vous savez, moi, maintenant, j'entraîne des petits dont j'ai eu les parents à l'entraînement. Donc, les gens commencent à me connaître. J'ai eu Clara d'ailleurs, hein, Pauline, j'ai eu ta petite sœur avec un grand plaisir. Je l'ai entraînée avec grand plaisir. Et à la fac aussi, je vous ai entraîné avec plaisir. Bon, je jouais contre votre maman aussi, mais bon, ça se Juste pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, Françoise, ouais. Moi je suis à Niort, donc je suis assez loin de Sète, mais ça fait depuis le début on entend parler d'Aragoland, et je pense qu'Aragoland c'est quelque chose qui est connu dans la France entière du volleyball. C'est devenu une institution du baby volley, Aragoland. À ce sujet-là, il me semble me souvenir qu'il y avait eu un support de tournée, et, parce que parmi nos amis qui nous regardent en ce moment et ceux qui regarderont la conférence plus tard, ce sera intéressant aussi, par le biais de Shafik, qu'il y ait des choses qui puissent remonter au niveau des informations. Alors, à l'époque, je me demande si j'avais pas vu une cassette vidéo, un DVD, parce que ça, effectivement, ça date. Et je voulais juste, j'ai cru comprendre que l'activité se passait au Barou. C'est bien ça? Oui. Ma question, elle est la suivante. Quand on est dans un club comme Sète avec une équipe pro et un CFC, est-ce qu'on a la possibilité, vers cette activité de baby volley, de s'appuyer de temps en temps sur les pros et le CFC? Parce que quand tu es dans la même salle que les pros, enfin, je veux dire, il y a aussi une politique de club. Je sais que ça, c'est très cher à Fred. Il y a une politique de club des plus petits vers les plus grands. Et si on veut se dire que l'image du club, elle est sur la formation, la convivialité, un certain nombre de valeurs qu'on aime bien défendre,
ça peut passer aussi par là. Bien sûr, bien sûr. Alors, toi, tu m'as demandé, oui, alors, il y a eu un colloque national, en fait, qui a été organisé par co-organisé par la Fédération française et par l'Arago de Sète en 2006. Donc, c'était 2 ans après la création de l'Aragoland. Et il y a un support, il y a une vidéo de la séance, en fait, de l'époque, avec l'ancien Barou, parce que le Barou, il a subi pas mal de transformations depuis. Mais je vous la ferai passer par Shafik, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a ma présentation que je fais, puis il y a des interventions. Donc ça peut être très riche. Je peux vous le faire passer sans problème. Ensuite, sur le partenariat... Il y a Emmanuel qui a partagé le PDF justement du colloque, Françoise. Comment ? Il y a Emmanuel Turpina qui vient de partager le lien pour récupérer justement le colloque. Très bien, bon, ils sont plus dégourdis que moi sur l'informatique et ça m'arrange. Merci. Alors, la volonté de l'Arago de Sète, c'est surtout de ménager et de mélanger harmonieusement tous les secteurs. Alors, il y a le secteur amateur, dont l'Aragoland fait partie, il y a le secteur professionnel avec le centre de formation et l'équipe pro. Alors, pour avoir une image fabuleuse de cette année-là, c'était l'année de la création de l'Aragoland, c'était en 2004. Et en 2004, nous avons fait la finale contre Cannes. Et ça, on en a un souvenir extraordinaire. Alors, est-ce que c'était lié, les résultats des pros, avec cette osmose et les petits? Parce qu'on avait à l'époque des pros qui étaient investis dans l'Aragoland, mais très, très régulièrement. Il y avait Bertrand Carletti qui avait participé à la jeunesse du projet. Il y avait Raphaël Redwitz aussi. Il y avait Juno Mistoko dans l'équipe, Tommy Singer certainement. Donc, tous ces garçons-là, ils étaient très sensibles. On était copains, donc ils avaient suivi cette genèse et donc ils venaient régulièrement et donc il y avait vraiment cette interrelation entre les pros qui venaient régulièrement aux séances d'Aragoland et les petits qui venaient faire les ramasseurs de balles et donc les familles qui venaient au match. Évidemment, ce que tu as développé comme valeur, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est de plus en plus difficile parce qu'à l'époque, évidemment, il y avait des joueurs français, il y avait beaucoup de joueurs français. Il y en a de moins en moins et ils sont de moins en moins intéressés par ce genre d'interrelation. Mais il y a certains joueurs qui ont des enfants, dans les étrangers aussi, et donc ils les mettent à l'école de volley et donc ils reviennent au gymnase. Ça leur fait une contrainte de revenir au gymnase, ils s'entraînent 2 fois par jour, donc ça leur fait des contraintes. Mais ils amènent leurs enfants, ils restent. Par exemple, cette année, je ne sais plus quelle nationalité il est, Vasile Tupchi, le pointu de l'Arago, qui venait laisser sa petite Anna dans mon groupe et qui nous aidait de temps en temps. Donc ça, voilà pour le partenariat. Ensuite, il faut savoir que l'Aragoland est connu en France, mais est surtout connu en Italie, figurez-vous. Parce que j'ai participé c'était en 2007 ou 2008, à ce qui s'appelait le Volleyland à Forlì, c'était. Première fois que je partais en Italie avec une étudiante à l'époque grecque que j'avais à la fac des sports. Et on a rencontré Rodolfo Giovenzana, le président fondateur mythique de Anderlini, qui est une personne extraordinaire qui a fait partie de l'équipe nationale italienne dans les années 70 et qui a fondé cette école de volley en 85. Ils ont actuellement à peu près pratiquement 2 millions de budget, pour vous donner une idée. Il n'y a que des équipes de jeunes et ils créent des partenariats avec pas mal de clubs en Italie. Et nous, ils ont été séduits un petit peu par mon approche de l'imaginaire. Ils ne connaissaient pas et ils ne faisaient pas cette approche-là avec les tout petits. Et donc, depuis 2009, j'ai un partenariat avec Anderlini et on se voit chaque année. On a des rassemblements de formateurs passionnés avec tout un tas d'entraîneurs italiens et suisses et maltais. Et c'est très, très enrichissant. Et du coup, au niveau de la pérennisation de l'enthousiasme, parce que je suis quelqu'un d'enthousiaste au départ, mais j'avoue que quelquefois je me sens un peu seule, parce qu'il faut que chaque année je trouve tous les intervenants, c'est pas facile, ils sont défrayés simplement,
j'ai des responsables de groupe qui doivent être fiables et des gens qui doivent être fiables. Ça, c'est la base. Si vous avez 80 gamins dans un gymnase, vous ne pouvez pas vous permettre de dire oh, ben, aujourd'hui, je ne viens pas parce que j'ai un petit rhume. Ce n'est pas possible, ça. Donc, la difficulté pour moi, c'est de rester avec de l'énergie et de trouver toujours des gens. Alors, j'ai eu la chance d'être prof à la fac des sports avec chaque année des étudiants stagiaires qui étaient obligés d'avoir un stage et donc ils étaient plus ou moins obligés de venir. Maintenant, c'est Domi qui va me les envoyer, mais bon, ça sera peut-être pas aussi contraignant, je dirais. Donc, c'est compliqué. Mais pour avoir des joueurs pros, ça leur fait des contraintes en plus. C'est vrai que c'est bien, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Vous savez, les pros, c'est des pros, hein, voilà. Les étrangers viennent jouer, ils prennent leur salaire, et puis on leur demande de faire des trucs. La Ragolande, ils s'en fichent. Donc moi, je préfère avoir des gens motivés qui viennent pour nous donner un coup de main, mais sérieusement, plutôt qu'un pro qui est là juste pour pavaner et puis pour se faire voir. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, attention, hein, j'ai pas dit que... Mais voilà. Ok, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Pauline et ensuite on va enchaîner avec Frédéric. De toute façon, Françoise reste avec nous, donc on pourra revenir sur des questions sur la thématique de la Ragolande tout à l'heure. Une dernière question, Pauline. J'ai oublié sur Facebook, on me pose la question pour Françoise. Est-ce que vous avez gardé le nom Baby Volley pour la communication, le développement de cette catégorie? C'est Pris sous Volley qui me pose cette question. Est-ce que vous avez gardé le nom Baby Volley? C'est clairement la question? Oui, oui. Ah, est-ce que j'ai gardé le nom de Baby Ouais. Volley? Au niveau communication? Au niveau communication, je parle que d'Aragolande. Aragolande, ouais. Oui, parce que ça inclut l'Aragolando même, parce qu'on a des mamans qui arrivent avec des landos et des bébés, et les bébés, elles les prennent dans la salle de fitness, et donc ils font la sieste en même temps que les mamans font le fitness. Donc c'est tellement large l'Aragolande que j'ai gardé Baby Volley, oui, pour les 3-5 ans. Et après, c'est des pupilles, et après, c'est poussin. Voilà, donc je parle plutôt d'Aragolande plutôt que de Baby Volley. Ok, ouais. Merci beaucoup. Pauline? Bon, je peux me lancer. Oui, vas-y. Ton tour d'expérience. Non, mais alors, du coup, moi, En plus, c'est bien, tu fais la transition avec Fred, donc c'est toi qui donnes la parole à Fred après. D'accord, ok, ça marche. Ah oui, je connais Françoise grâce au monde du volley et de par ma famille, etc. Mais surtout, elle a été ma professeure pendant ma licence STAPS. Donc du coup, j'ai été amenée à participer à ses cours et à la création des scénarios qui allaient être réalisés durant la Ragolande. Donc c'était une grande préparation qui commençait dès la rentrée et on appliquait en fait ces cours jusqu'à la date butoir où commençait vraiment la Ragolande. Donc on se retrouvait en cours pour créer un scénario. Donc ça c'était souvent par rapport au film qui pouvait passer au cinéma. Donc moi mon année c'était sur les trolls. Donc du coup on a mis un scénario en place avec une quête au trésor, avec des fragments de cartes à trouver et pouvoir assembler les différents fragments à la fin des ateliers des différents qui étaient dans le gymnase et des différents groupes d'âge. Et à la fin, du coup, on se retrouvait avec la carte toute constituée, la joie des petits qui avaient réussi du coup à venir au terme de l'histoire et de trouver ce fameux trésor. Et évidemment, la chorégraphie que tous les étudiants devaient connaître et connaissaient en même temps que, au final, les enfants durant l'année. Et tout ça, c'était super attrayant. Surtout, je rejoins Françoise sur le fait qu'elle disait que de l'extérieur, on n'avait qu'une envie de rentrer. Ça, c'était le cas parce que imaginez le nombre d'enfants en train de jouer avec le nombre de ballons qui rebondit partout, de la musique à fond et tout ça. Le bruit, c'est là. Donc là aussi, il fallait travailler sur sa patience parce que c'est vrai qu'il y a énormément de bruit et comme ça dure un moment, du coup, il faut être vraiment dans le thème. C'était super agréable. Moi, j'étais sur un atelier volley de temps en temps, mais j'étais surtout au maquillage. Donc c'était assez drôle aussi de voir les enfants défiler, demander « moi, je veux être un chat, moi, je veux être un… » Bon bref, voilà, c'était super drôle.
Et surtout la chorégraphie à la fin, là, ça réunissait tout le monde et c'était vraiment le symbole même du coup d'une intervention de la part de Françoise, qui était même, elle, en train de danser avec nous au premier rang. Donc tout ça, moi j'en garde un super souvenir. En plus, du coup, tu travailles avec des élèves de ta classe en cohésion, donc ça rassemble le tout. Et donc je trouvais ça super d'y participer. J'y ai participé une fois et c'était super. Voilà. Et j'espère retrouver du coup cette cohésion dans le club de Mougins à la rentrée et à la reprise du coup du volley de manière progressive. Ça fera que du plaisir pour tout le monde. Merci Pauline pour cette super description. Merci à toi. Et je viendrai te voir à Mougins quand tu vas lancer la nouvelle chorégraphie. Ah bah, je vais la préparer alors. Mais ce qu'il faut rajouter par rapport à ce qu'elle a décrit, c'est que cet événement dont elle parle, c'est un événement qui a été co-organisé avec le comité départemental de l'Hérault, de volley, et la Fédération des sports et l'Arago, parce qu'on invite, on invitait tous les clubs du département avec leur école de volley à venir. Donc ça fait, au maximum, on avait 300 enfants quand même. Sur les 2 gymnases qui sont côte à côte, entre le Barou et Villers, avec 24 ateliers en tout. 12 ateliers pour les petits et 12 ateliers pour les grands. Donc, vous imaginez un peu le bazar. Elle a parlé tranquillement du bazar, mais c'était vraiment un gros bazar. C'est vraiment un gros bazar. Je ne vais pas les dégoûter non plus. Non, mais c'est super bien. C'était bien organisé. Et puis, les étudiants, ils étaient à fond avec des déguisements, avec leur scénario. C'était chouette comme tout. Je ne sais pas si... On devait passer de troll méchant déguisé tout noir, maquillé en noir, à troll gentil à la fin parce que du coup la malédiction était rompue et du coup tout le monde devenait coloré. Donc c'était même du point de vue vestimentaire aussi, on avait créé un décor donc avec carton, peinture, etc. pour vraiment mettre les enfants dans le thème et ils ne pouvaient que être plongés dans l'histoire à 100% quoi. Donc c'était un boulot vraiment de tout le monde, quoi. Super agréable. Ça demande beaucoup de travail, mais c'était très, très, très chouette. Ok, merci beaucoup Pauline et Françoise. Comme tu as fait la transition avec Mougins, donc on va laisser la parole au président de Mougins Volleyball, Frédéric Pastorello, pour nous parler donc de